Bienvenue dans la matrescence, vous écoutez l'épisode 145 de la saison 6. La matrescence, ça te dit quelque chose, ce mot ? Allez, pour faire court, c'est la contraction des mots maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère, no big deal. Depuis 4 ans maintenant, ce podcast s'intéresse aux bouleversements majeurs que peuvent vivre les femmes à leur entrée dans la parentalité. Et tu sais quoi ? La patrescence, ça existe aussi. Donc ce podcast s'adresse à tous les parents, ou non d'ailleurs, qui veulent cheminer ensemble vers un monde meilleur et plus accueillant pour leur enfant. Oui, parce qu'ici, on parle aussi éducation et j'assume complètement aborder des thèmes dits d'éducation bienveillante ou respectueuse. Tous les vendredis, je reçois des spécialistes passionnantes et passionnants pour t'expliquer ce nouveau monde dans lequel tu as mis les pieds. Et au fait, je suis qui moi ? Je suis Clémentine Sarlat. J'ai créé ce podcast à l'arrivée de ma première fille en 2017, le tsunami de ma vie. Et à la base, je suis journaliste dans le sport, à la télé, mais j'aime bien avoir 1000 casquettes, donc tu m'as peut-être déjà aperçue dans ta télé pour parler rugby ou tennis. J'ai 3 filles, assez rapprochées, et j'ai accouché 2 fois à la maison, et ça aussi, ça fait partie de qui je suis. Allez, bienvenue dans ce podcast, let's go. En France, selon les derniers chiffres, seuls 4% des pères restent à la maison pour élever leurs enfants, contre 14% chez les mères. Ce chiffre est en baisse chez les femmes depuis plusieurs années. A contrario, les pères ne prennent pas plus de congés prolongés pour rester avec leurs enfants dès la petite enfance. Un déséquilibre qui se ressent dans la société où la charge parentale repose encore trop souvent sur la mère dans un couple hétérosexuel. Le dernier livre de Sophie Adriaansen, qui s'occupe des enfants, raconte ce parti pris inverse au sein de sa famille. Avec son conjoint, ils ont décidé qu'ils resteraient à la maison à élever leurs 2 petits garçons et que elle poursuivrait sa carrière dans l'écriture. Une tendance à l'inverse, clairement, des normes sociétales qui soulèvent beaucoup de questions, notamment financières, mais aussi du regard que l'on porte sur soi-même en tant que parent. Sophie raconte dans ce livre sa première dépression du postpartum, non diagnostiquée. Elle raconte cette culpabilité qu'elle porte en permanence d'avoir fait ce choix différent, et je mets des guillemets, face à la parentalité pour s'épanouir dans sa vie à elle. J'ai adoré discuter avec Sophie et remettre en perspective toutes ces normes qui nous empêchent de vivre comme on le veut, au sein de sa famille notamment. Je vous souhaite une très bonne écoute. Merci Sophie d'avoir accepté mon invitation pour parler de ton dernier livre qui est passionnant, énormément d'études et de recherches. J'imagine que ça a été intense le processus d'écriture. Et ma première question, c'est t'as pas écrit qu'un livre, t'en as écrit beaucoup. Et pourquoi est-ce que t'as commencé à écrire sur la maternité ? Alors, déjà, merci pour ton invitation, Clémentine. C'est génial d'être invitée dans un podcast qu'on aime écouter, parce que j'aime écouter les podcasts sur la maternité, parce que je m'intéresse à la maternité depuis longtemps, depuis une 20aine d'années. En fait, je ne pensais pas que c'était un sujet jusqu'à ce que j'en discute avec ma correspondante allemande de mon adolescence, qui a démarré des études de sage-femme et qui m'a parlé de la façon dont on envisageait la naissance en Allemagne. Donc là, j'avais 20 ans et je me suis rendu compte que c'était une approche vraiment très différente de celle qu'on a en France. Et à partir de là, je me suis demandé pourquoi les approches étaient si diverses d'un pays à l'autre. Et je me suis demandé ce qui se jouait dans la naissance, au-delà du strict accouchement, ou en tout cas quels étaient les enjeux qu'il pouvait y avoir. Et à partir de là, voilà, naissance, accouchement, maternité, paternité, transmission, filiation. Tout ça sont des sujets qui sont venus rejoindre mes interrogations de départ, et c'est clairement un de mes motifs d'écriture, en effet. Alors, dans ton dernier livre, tu abordes un sujet sincèrement hyper complexe, tu le sais, tenter de remettre un peu d'égalité dans la parentalité. Est-ce que toi, tu avais quand même conscience qu'il y avait autant d'inégalités avant de toi devenir mère ? Je savais qu'il y avait des inégalités, je pense qu'on en est tous et surtout toutes conscientes. Il y a clairement des inégalités dont j'ai pris conscience en écrivant ce livre. C'est-à-dire que je pensais même qu'avec notre organisation théorique à la maison, on avait établi un système
vraiment très égalitaire, et je me suis rendu compte, ça m'a pas fait plaisir, mais je me suis rendu compte en écrivant que nos genres, enfin en l'occurrence que le mien, faisait que je me retrouvais dans un déséquilibre malgré cette répartition théorique dont on a décidé ensemble et qui est notre quotidien, quoi. Tu peux expliciter justement ce qui t'a fait tilter pendant que t'écrivais? Eh bien, en fait, je me suis amusée à imaginer une possible inversion, qui est pas forcément souhaitable, parce que inverser strictement les choses entre les hommes et les femmes, enfin, c'est un motif de comédie au cinéma, mais c'est pas forcément intéressant dans la vie. Mais quand je me suis demandé à quoi ressemblerait notre quotidien si mon conjoint était le seul à travailler et du coup travaillait beaucoup, et si moi j'étais au foyer, je me suis dit que probablement il en ferait à peu près pas à la maison, au niveau des tâches domestiques, au niveau des tâches parentales, et que moi je ferais tout au niveau des tâches et aussi au niveau de la charge mentale. Et moi, j'ai aussi l'exemple de la famille dans laquelle j'ai grandi, ultra classique, avec un père qui était comme ça, travaillait beaucoup à l'extérieur, parfois même à Paris, alors qu'on vivait en province. Ça voulait dire ne pas être là 2 soirs par semaine, parce que rester dormir sur place. Donc un père très peu impliqué dans le fonctionnement du foyer et l'éducation des enfants, et une mère omniprésente avec 100% de la charge mentale. Et donc voilà, j'ai constaté que en fait, dans la situation qui est la mienne, où je travaille et mon conjoint est au foyer, eh bien je me retrouve à en faire quand même, parce que si je ne fais pas, la société me culpabilise, et moi-même je culpabilise. C'est dur, je vois très bien ce dont tu parles. On va en parler évidemment plus longuement parce que c'est tout le thème de ton livre. En même temps, tu racontes aussi ton histoire à toi, de ton accession dans la parentalité, et tu racontes à l'arrivée de ton premier garçon cette dépression du postpartum qui n'a pas vraiment été diagnostiquée comme il fallait. Comment est-ce que tu t'es sentie à l'époque? Qui n'a pas été diagnostiquée du tout, en fait. C'est-à-dire que j'avais entendu parler, moi, du baby blues, qui est un mot, une expression un peu mignonne. Donc, j'ai compris que c'était l'explication au fait que je pleure beaucoup dans les 2 semaines qui suivaient la naissance, et que nos 2 brosses à dents dans le même verre se mettent à m'émouvoir à un point dingue. Ok, les montagnes russes, les hormones, ça, j'avais des connaissances là-dessus. Je n'avais jamais entendu parler, malgré tout ce que j'avais pu lire sur la maternité, de dépression du postpartum. Et au bout de à peu près 2 semaines, j'ai senti qu'il y avait une lassitude physique et psychologique qui arrivait et qui s'installait. Et en fait, je me suis dit que je me trouvais face au secret le mieux gardé du monde, que c'était le truc que vivaient toutes les femmes, que personne ne disait, sinon personne ne ferait d'enfant. Je me suis dit, en fait, c'est ça la maternité. Quand on est mère, c'est comme ça. On est abattu et on n'a pas le choix, on est obligé d'avancer. Donc, évidemment, je n'ai rien dit. J'ai perpétué ce que je pensais être un secret. Et en même temps, j'arrivais pas du tout à faire le deuil de celle que j'étais avant, non pas celle sans enfant, parce que j'avais choisi de faire 7 enfants, mais celle qui avait de l'énergie, de l'enthousiasme, une certaine joie de vivre, en fait. Tout ça, ça avait disparu avec l'accouchement, globalement. C'était resté coincé dans le moment de l'accouchement. Mais voilà, je me suis dit, c'est comme ça. Et c'est en étant enceinte de nouveau que là, j'ai senti revenir la joie de vivre, l'énergie, tout ça, tout ce que j'étais avant, en fait. Et que je me suis dit, ok, en fait, je viens de traverser quelque chose qui n'est pas normal, qui n'est pas définitif surtout. J'ai compris à ce moment-là ce que c'était, et je me suis dit, alors là, j'ai 9 mois de grossesse, l'enjeu, ça va être de pas pas replonger dans cet état à la naissance de mon nouvel enfant. Moi, je viens d'un milieu, d'une culture où on se plaint pas. Voilà, j'avais mal quand j'avais mes règles quand j'étais enfant, et dès la première fois, on m'a dit que j'étais une chochotte, donc ça m'a bien calmée. Il a fallu que j'attende des années avant de demander un traitement efficace. Et puis, je viens aussi d'un environnement familial où la santé mentale
ça n'existe pas, c'est-à-dire que la moindre défaillance est synonyme de faiblesse et on n'est pas des faibles, c'est pas pour nous, donc il n'est pas question d'aller chercher une quelconque aide à ce niveau-là. Moi, je me suis affranchie de ça, mais malgré tout, je me suis bien rendu compte a posteriori qu'au moment de ma dépression du postpartum, c'est aussi ça qui m'a empêchée de dire ça va pas, alors que j'étais objectivement en bonne santé physique, que mon bébé allait bien. Ça m'a empêché de dire j'ai besoin d'aide et de le dire ne serait-ce qu'à mon conjoint, qui aurait aussi pu m'aider à aller chercher de l'aide à l'extérieur. Et donc, à chaque fois qu'on me demandait comment ça allait et si ça allait bien, je répondais que ça allait très bien. C'est fou parce que quand je t'écoute, je me dis quand même, tes enfants, ils ont 3 ans d'écart. Ouais. Donc, t'as passé quasiment 2 ans et demi en souffrance. T'as réussi à te dire, on va faire aussi un autre enfant. Et t'as passé 2 ans et demi dans le noir, en fait, sans avoir une réponse à ce qui t'arrivait. J'ai pas envie de dire c'est courageux parce que t'as fait comme t'as pu, mais c'est fou de se dire la résilience qu'on a au fond de nous, en tant que femme, quand même, sur ces sujets-là. En fait, oui, mes enfants ont 3 ans et demi d'écart, donc vraiment, j'ai été enceinte à la veille des 3 ans de l'aîné, et donc je mets ça aussi en parallèle avec ce que dit Anna Roy sur le fait que le postpartum dure 3 ans. Voilà, moi, ma dépression du postpartum, elle a été aussi longue que mon premier postpartum. J'ai pas toujours été sûre dans ma vie de vouloir des enfants, mais par contre, à partir du moment où j'en ai eu un, j'étais sûre que je voulais pas qu'il soit enfant unique si j'avais la possibilité d'en avoir un autre. Et puis peut-être qu'il y avait un truc au fond de moi inconscient qui me disait que c'était par un deuxième enfant que je pouvais me réparer. C'est ce qui a été le cas. Et du coup, c'était une bénédiction, cette deuxième grossesse, cette deuxième naissance, qui m'a permis finalement de réparer tout ce qui n'avait pas fonctionné la première fois. C'est beau, je trouve. Et oui, tu as raison. En plus, Anna Roy a préfacé ton livre. J'aime bien que tu la cites, qui a écrit une très très belle préface d'ailleurs de ton ouvrage. À travers donc ton expérience dans le livre et toutes les recherches, vraiment j'insiste parce qu'il y a vraiment un travail de fond important que tu as fait. Tu viens donc questionner un système qui est très patriarcal. Et ça m'a marqué parce que tu commences quasiment par le nom de famille. Tu as voulu aller gratter derrière en montrant l'incohérence incroyable parce que ça fait pas si longtemps finalement qu'on a le droit de choisir le nom de famille pour nos enfants. Oui, en fait, pour moi, il y a des éléments de la parentalité qui démarrent avant que on soit parents sur le livret de famille. Et effectivement, il y a des questions qui se posent dès la grossesse avec ce choix du nom de famille. Alors en fait, effectivement, on a le choix, mais en fait, indépendamment des enfants, quand on se marie, chacun peut choisir de prendre le nom de la personne qu'il ou elle épouse. Dans les faits, il y a quasiment pas d'hommes qui prennent le nom de leur femme s'ils épousent une femme, alors que la loi le permet. Donc cette question-là du changement de nom, elle est majoritairement faite dans un seul sens, c'est-à-dire que c'est le nom de la femme, voire de la mère, qui est effacé. Après, comme tu l'as dit, on est dans une culture patriarcale. Si on choisit, ce qui est notre cas, de donner aussi à nos enfants mon nom, en fait, mon nom, c'est aussi le nom de mon père. C'est aussi le nom d'un homme. C'est-à-dire qu'il va falloir quelques générations pour que on se retrouve avec des transmissions de noms de femmes, parce que pour l'instant, si notre génération donne le nom de la mère à ses enfants, eh bien, c'est le nom du père de la femme, finalement, qui est transmis. Donc, il y a encore pas mal d'hommes dans l'affaire. Néanmoins, ça bouge. Et l'année dernière, une procédure est passée qui permet de façon simplifiée de changer de nom ou d'ajouter un nom qui aurait été effacé. Si on veut, par exemple, faire réapparaître le nom de sa mère dans son nom de famille, pas parler de patronyme, mais dans ces cas-là de matronyme, ou si à l'inverse, on veut effacer le nom d'un homme qu'on n'a pas envie de voir associé à son identité, à son prénom. Et ce qui est tristement amusant, par contre, c'est de constater que depuis que cette loi est passée, il y a quand même des freins. Il y a plusieurs mairies, services d'état civil qui ont été pointés parce que ils empêchent la procédure quand elle vise à
remplacer le nom d'un homme par le nom d'une femme. Donc les réticences, elles sont hyper fortes. Voilà, le dispositif législatif permet de faire bouger les choses. Concrètement, il y a encore des freins très forts dans les mentalités. On avance, mais pas aussi vite qu'on le pourrait. Mais moi, je l'ai jamais dit, mais moi, j'ai le nom de ma mère. Ma sœur et moi, on a le nom de notre mère. Ok. Il y a longtemps, mais c'est vrai que c'est rare dans cette lignée-là, tu vois. Nous, on est dans la ligne. Assez exceptionnel. Ouais, c'est clair, c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, dans tout ce que tu as été chercher, est-ce qu'il y a quelque chose en dehors de ton expérience perso qui t'a le plus choqué dans ce système familial patriarcal? Donc, je me suis intéressée à la façon dont les tâches domestiques sont effectuées. Et pour ça, les confinements ont mis en lumière pas mal de choses, parce qu'au moment des confinements, tout un tas de tâches qui étaient externalisées d'ordinaire se retrouvaient internalisées par obligation, avec bien souvent des parents qui avaient à gérer les enfants, à faire l'école à la maison, en plus à gérer la maison et à faire le boulot en télétravail. Et en fait, il y a à ce moment-là une association qui a proposé, qui a mis un modèle de facture à envoyer aux hommes, des factures destinées aux femmes à envoyer aux hommes. Et alors, je trouve que c'est très intéressant de prendre conscience du temps qu'on passe, de chiffrer sur une semaine ou sur une journée le temps passé à s'occuper de la maison, à s'occuper des enfants. Après, le principe même de la facture me gêne, moi, parce que c'est se placer dans une logique de nomination. C'est dire je suis ton employé et donc je t'adresse la facture en tant qu'employeur. Et pour moi, c'est exactement comme demander de l'aide pour les tâches ménagères, alors qu'elles ne sont pas d'emblée dévolues aux femmes. Enfin, si on décide de s'installer ensemble, le foyer qu'on va investir, il est aux deux, il n'est pas à la femme. Et dans le cadre d'un couple hétérosexuel, et la moindre contribution de l'homme va être considérée comme quelque chose de plus en moins à faire pour la femme. C'est pas d'accord. Donc, je trouve que c'est très très bien de s'amuser à comparer qui fait quoi et combien de temps ça prend, etc. Le chiffrer et dire donc tu me dois tant, je trouve que c'est la limite de l'exercice. Parce qu'on rentre dans une logique qui est toujours de la domination. Oui, et qu'en fait, on déplore cette logique de domination qui existe depuis à peu près toujours. Et pour moi, il faut en sortir, mais ça veut dire sans chercher à valoriser ce qu'on fait d'une façon qui va venir conforter ça, même si c'est en échange, par exemple, d'un salaire ou d'une compensation telle qu'elle soit. Ça, pour moi, ça ne fait qu'entretenir cette logique-là de domination. Donc, du coup, si on prend l'exemple dans ton livre et ce que vous faites dans votre famille, vous avez décidé d'aller un peu à contre-courant, même vraiment à contre-courant de ce qui est la norme sociale aujourd'hui, c'est de privilégier ta carrière sur celle du papa de tes enfants. Tu peux nous raconter comment vous avez pris cette décision et pourquoi et comment ça s'est mis en place après? Oui, alors en fait, c'est bien qu'on ait déjà un peu tout à l'heure parlé de ma dépression du postpartum, parce que c'est un élément qui a été important dans cette prise de décision. Moi, j'ai réalisé que ma santé mentale dépendait beaucoup de mon activité professionnelle. Et il se trouve que mon activité professionnelle, c'est quelque chose que j'ai choisi après une reconversion, et c'est donc écrire depuis une petite quinzaine d'années. J'ai besoin d'écrire pour aller bien. C'est ce qui m'a aussi sorti vraiment la tête de l'eau après mon premier accouchement. C'est ce qui m'a permis d'arrêter de tourner en rond et de le revivre dans ma tête, le fait de le consigner et d'en faire un livre. Donc, je savais que dans les préparatifs de la deuxième naissance et de l'après, je veillerais et on veillerait à ce que je puisse travailler de manière à ce que psychologiquement je me sente bien. Donc, bien sûr, pas question que je m'arrête, même, j'allais dire, au-delà du congé maternité. J'ai eu un congé maternité, mais concrètement, pendant les siestes, j'allais écrire, ça a été le cas les 2 fois, j'allais écrire à l'ordinateur. Donc ça, c'est pour moi. En parallèle, mon conjoint, lui, a mené une réflexion sur le travail, mais plus particulièrement son ambition professionnelle. Et les objectifs qu'il s'était fixés et ceux qui restaient encore à atteindre. Et en fait, il s'est rendu compte, il a créé des entreprises, il a managé des équipes, il s'est rendu compte que ce qu'il avait envie de faire, il l'avait fait, et que sa plus grande ambition à ce moment-là de sa vie, parce que rien n'est définitif, c'était d'être présent auprès de nos jeunes enfants,
leur consacrer du temps, voire d'utiliser les compétences qu'il avait pu acquérir en entreprise au sein de la cellule familiale. Il a notamment pas mal travaillé sur les résolutions de conflits au sein des équipes en entreprise. Alors ça, à la maison, ça marche aussi. C'est pas mal. Et puis, en fait, on a compris très vite après la naissance que j'allais aussi écrire sur ma dépression du postpartum parce que j'ai eu l'idée de la bande dessinée La Remplaçante qui m'a été inspirée par cette dépression à la maternité. Le jour où je suis allée prendre ma première douche post-accouchement. Et en fait, il voulait que je puisse travailler dans les conditions les plus sereines, y compris accompagner cette bande dessinée, ça veut dire concrètement me déplacer. Et pour que je sois sereine quand je suis en déplacement, l'idéal, c'est que je sache mes enfants à la maison avec leur père sans perturbation de rythme, d'habitude, etc. Peut-être qu'il avait aussi l'intuition que j'étais en train d'écrire le livre qui allait nous réparer aussi au niveau familial, parce que c'est ce qui a été le cas de cette bande dessinée. En tout cas, c'était comme une autorisation de ne me mettre aucune limite de sa part. Et surtout, le fait qu'on prenne cette décision en se disant « c'est comme ça, mais si jamais ça ne nous convient plus, on change, on bouge les curseurs », ça l'a rendu finalement plus simple à entériner. Tu l'expliques dans le livre que ton conjoint est plus âgé que toi. Est-ce que tu penses aussi que c'était un point important dans la prise de décision parce qu'il a eu une carrière avant? Tu sais, pour nous les femmes, dans notre trentaine, c'est soi-disant notre pic de carrière et en même temps on fait des enfants, donc c'est un peu un truc incompatible et c'est super complexe. Est-ce que ça, tu penses, ça a joué dans la balance? Alors oui, effectivement, je pense que son âge a joué parce que oui, il a fait le plus gros de sa carrière, en fait, c'est très clair, même s'il n'est pas encore à l'âge de la retraite du tout. Je veux dire, il aurait encore la possibilité de travailler plus de 10 ans s'il le souhaitait. Mais en tout cas, il a fait le plus gros de sa carrière. Et aussi, il était déjà, quand je l'ai rencontré, il était père déjà de 2 enfants qui étaient adolescents, qui sont maintenant jeunes adultes. Eh ben, il n'était pas aussi présent avec les 2 plus jeunes, principalement parce que il s'est séparé de la maman et qu'ensuite il y a eu de la distance entre leurs différents domiciles. Donc parmi aussi les facteurs de la prise de cette décision, il y avait le fait évidemment qu'il allait pouvoir vivre avec nos enfants, avec ses 2 jeunes enfants, des choses à côté desquelles il était passé un peu avec ses grands. Donc il y a aussi une réparation de son côté, en fait. Je ne sais pas dans quelle mesure c'était conscient vraiment au moment où on a pris la décision, mais c'est sûr que tout ça a joué. Non, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que ça vient questionner le modèle du travail aussi. Comme tu dis, il avait la sensation qu'il avait déjà accompli ce qu'il avait à faire, donc c'était le temps pour lui de faire ça, et c'est génial. Hein. J'aimerais tellement que les pères puissent faire comme en Norvège ou en Suède et prendre vraiment du temps dans la petite enfance pour connaître leurs enfants et comprendre ce lien d'attachement et pas être attachés à leur travail plutôt. Malheureusement, la société provoque ça. Comment est-ce que au quotidien, ça s'est concrétisé? Et je vais être très claire, même financièrement, c'est une décision qui peut avoir des lourdes conséquences quand un des 2 parents arrête de travailler juste sur le revenu du foyer. Vous aviez tout anticipé ou vous vous êtes dit on va se débrouiller? On s'est dit on va se débrouiller, mais alors ça m'a obligée, moi personnellement, à mener une réflexion par rapport à l'argent qui n'a vraiment pas été facile. Parce que moi, après mes études, j'ai travaillé pendant 5 ans dans la finance. Donc, c'était un salaire de début de carrière, mais c'était un bon salaire pour mon âge et par rapport à mes camarades d'école de cette époque-là. Je gagnais très bien ma vie. Et quand j'ai décidé de quitter le monde de la finance pour me consacrer entièrement à l'écriture, ça a été un changement radical. Je suis passée d'essayer de gagner toujours le plus d'argent à essayer de gagner ce dont j'avais besoin pour vivre à Paris, en l'occurrence, avec un loyer parisien. Donc déjà, à ce moment-là, j'avais fait une première bascule et concrètement, j'étais devenue décroissante. Donc mes besoins avaient aussi bien baissé. C'est pour ça que dans le livre, je ne parle jamais de montant parce que à configuration familiale égale avec un même montant, il y en a qui vivent très bien, il y en a qui n'arrivent pas à boucler le mois. Ça dépend de la façon dont on vit aussi.
de ce qu'on peut avoir comme crédit et comme besoin, comme envie, etc. Mais donc, à ce moment-là, moi, j'ai passé 2 ans avec le chômage. Ça faisait partie de mon plan de reconversion. Et puis ensuite, au bout de 2 ans, mes droits au chômage ont expiré. Donc, pendant 2 années supplémentaires, j'ai touché l'allocation spéciale de solidarité, à laquelle on a droit quand on a cotisé plus de 5 ans. C'est l'équivalent du RSA. C'était à peu près à l'époque 500 € par mois. En m'accrochant, parce que 500 € par mois pour payer le loyer parisien de 1200 €, c'est juste. Mais en me disant, je sais qu'on est sur des échelles longues avec le monde de l'édition, que les contrats qui se discutent maintenant, ça concerne des livres qui vont paraître dans 2 ans, qui vont peut-être rapporter de l'argent encore après. Enfin, voilà, j'ai décidé de m'accrocher. Et quand tout ça a commencé à me rapporter de l'argent, c'était tellement précieux que j'avais l'impression que je m'accrochais à chaque euro gagné. Ça correspondait à un nombre d'exemplaires de livres vendus et je me pensais incapable de partager un jour avec quiconque cet argent aussi difficilement gagné. Alors que, à côté de ça, quand j'ai rencontré mon conjoint, lui il gagnait mieux sa vie que moi, je n'avais aucun problème à ce que ce soit lui qui paye l'addition quand on allait au resto. Et donc du coup, quand on a mené cette réflexion sur notre organisation familiale, je me suis dit en fait, ce dont j'ai profité à un moment donné, je peux très bien en faire profiter mon conjoint à partir du moment où on décide que lui cesse de travailler. Et puis surtout, je me suis dit, j'ai cessé de voir mon argent comme uniquement mon argent. Je considère désormais que je gagne l'argent que je gagne aussi parce qu'il me permet de le gagner comme je le gagne, parce que concrètement, si j'en faisais plus à la maison, si je m'occupais plus des enfants, j'aurais moins de temps pour travailler, donc ça me rapporterait moins d'argent. Si je faisais moins de déplacements, j'ai certains déplacements dans les écoles, par exemple, les collèges qui sont rémunérés au tarif de la charte. Si j'en faisais moins, ça rapporterait moins d'argent. Enfin, donc voilà, je considère qu'on est 2 finalement à contribuer à mes revenus et qu'il est normal que ces revenus-là profitent à la famille, à nous 4. Et concrètement, ça se traduit par la mise en place d'un virement mensuel qu'on réajuste si besoin en fonction de l'inflation et puis des dépenses du mois, parce que c'est lui qui fait les courses. Donc il faut bien que l'argent transite en fait d'un compte à l'autre. Et comme moi je ne souhaite pas avoir de conjoint, et ça je suis très ferme là-dessus, la solution qu'on a mise en place, qu'on a trouvée, c'est un virement. Mais voilà, on a aussi discuté l'un et l'autre de nos rapports à l'argent et de comment ça pouvait fonctionner entre nous pour que personne ne se sente ni lésé, il n'était pas question qu'il se sente entretenu, il n'était pas question que moi j'ai le sentiment de l'entretenir. Ça pose aussi la question des cadeaux, parce que moi j'ai quand même envie d'avoir des cadeaux pour mon anniversaire ou Noël. Mais voilà, on a parlé de tout ça jusqu'à définir le montant qui nous paraît le mieux fonctionner et en se laissant la possibilité de le réajuster à chaque fois que nécessaire. Pourquoi tu es ferme sur le conjoint ? Parce que mes parents ont divorcé pendant très longtemps, genre 6 ans, avec l'argent comme nerf de la guerre. Et j'ai vu à quel point les questions financières pouvaient rendre fou en cas de séparation. Et à ce moment-là, je me suis dit, moi, je ne mets pas les choses en commun dans ces proportions-là, en fait, parce que quand ça va bien, mais quand ça va pas, on ne sait pas ce que ça peut donner. Voilà. C'est une protection. Oui, c'est ça. Est-ce que ça a été plus dur pour lui d'annoncer à l'entourage qu'il était père au foyer, ou pour toi de dire je, quelque part, privilégie ma carrière dans une société qui a du mal à accepter que les femmes fassent autre chose que s'occuper des enfants ? En fait, on n'a pas fait d'annonce parce que, voilà, nous, on se l'est dit entre nous, mais on n'a pas averti les gens autour de nous. C'est à l'usage que l'entourage s'est rendu compte que c'était mon conjoint qu'on voyait systématiquement à l'école. Donc, il a commencé à avoir des remarques à ce moment-là. Concrètement, on l'a considéré comme étant un peu paresseux, en fait. On a l'impression qu'il avait trouvé une bonne planque, quoi, à s'occuper des enfants. Et puis moi, à l'inverse, mais ça c'est le cas depuis la naissance de mon premier enfant, à chaque fois que je fais quelque chose de public, que je suis pas dans ma grotte en train d'écrire et qu'il y a des interactions sociales, en fait on me demande, mais c'est souvent bienveillant, en tout cas il n'y a pas toujours de mauvaises intentions, mais on me demande qui s'occupe de mes enfants pendant ce temps et pourquoi je suis là plutôt que avec eux. Donc
voilà, en permanence, les remarques des autres viennent appuyer sur le choix que j'ai fait, donc je ne suis pas certaine qu'il soit bon. On œuvre à le rendre bon et le meilleur possible pour nous deux et pour nous quatre, mais dans l'absolu, je ne sais pas s'il y a vraiment un choix idéal, un choix meilleur que tous. Et lui, en permanence, on lui dit que, en fait, il a choisi la solution de facilité, quoi. C'est drôle parce que moi, j'ai un métier aussi, je suis très souvent en déplacement, mais tout le temps, on me dit: «Mais qui est-ce qui s'occupe de tes filles?» «Bah, je sais pas, elles ont un père, en fait». Et mon mari, lui aussi se déplace beaucoup et je lui ai dit: «Est-ce qu'à toi, on te pose la question, qui s'occupe des enfants quand tu es là en déplacement?» Il me dit: «Jamais». Je dis: «Ça, mais jamais on m'a posé la question». Je lui dis: «Tu te rends compte que moi, c'est systématique. Systématique, on vient de me dire: "Mais elles sont où tes filles?" Bah, avec leur père». C'est drôle comment ça va dans un sens, mais pas dans l'autre du tout. Ouais. Ouais, je trouve ça assez horrible parce qu'effectivement, du coup, on en a beaucoup parlé, nous, dans notre couple. Moi, j'ai très souvent l'impression d'être une mauvaise mère, mais encore, maintenant, même si je suis sûre de mes choix et que je suis soutenue dans ses choix par mon conjoint. Et lui, en fait, jamais la société ne lui a donné l'impression d'être un mauvais père. Il y a eu des moments dans la vie où il peut s'être dit qu'il aurait dû agir autrement avec les enfants, mais c'est lui vis-à-vis de lui, ça n'est jamais venu de l'extérieur. Même quand il y a eu des couacs avec les enfants, des oublis de cartable, des choses comme ça, des choses qui amusent les professionnels de la petite enfance qui là en face de lui, et qui à moi probablement me vaudrait des mauvaises pensées, quoi. Voilà. Non, tu portes cette culpabilité. Oui, tout le temps, en fait. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'essaie de la contrer, et en même temps, du coup, je fais des choses très contradictoires. Je me force quand même à aller une fois de temps en temps à l'école et une fois de temps en temps accompagner les enfants pour les activités, parce que je veux prouver, sans doute, que ces enfants ont une mère. Il y a un niveau de curiosité que je veux satisfaire, moi, bien sûr, voir qui s'occupe de mes enfants dans ces circonstances-là. Mais il y a aussi que j'ai pas envie qu'on puisse penser que je suis toujours absente, alors que je pense que c'est quelque chose qui n'effleure pas les pères qui sont jamais dispo à ces horaires-là, quoi. Comment est-ce que tu fais dans toi, ton organisation personnelle, pour pas tomber justement dans cette volonté d'être partout à la fois pour répondre aux attentes de la société? Et puisque tu as décidé surtout, tu as décidé que c'était ta carrière qui était privilégiée par rapport à celle de ton mec, mais comme tu l'as dit tout à l'heure au tout début, il y a quand même une inégalité qui reste quand on inverse les rôles dans un couple hétérosexuel, c'est que tu continues quand même à faire plus de charges domestiques à la maison. Donc comment toi, tu t'astreins à équilibrer cette balance? Du coup, c'est très subjectif, mais je me réserve pour, par exemple, les vacances scolaires, quelques temps forts. Ça va être un spectacle que je vais trouver et dont je vais acheter les places et qu'on va aller voir tous les quatre, un spectacle vivant, par exemple. Ça va être l'organisation de l'anniversaire d'un de mes enfants, où là, je vais faire les invitations avec lui, les mettre dans le cartable, imaginer les activités, etc. Et du coup, le reste du temps, je me sens autorisée, y compris si c'est les vacances scolaires, à travailler, à le dire, à demander à ce qu'on ne me dérange pas. Quand on part en vacances, c'est autre chose, mais quand je suis là, et puis j'ai du travail aussi pendant les vacances, parce que parfois j'ai des échéances, des textes à rendre, des choses à relire, etc. Quand je suis là, voilà, je n'ai plus la même culpabilité qu'avant qu'on prenne cette décision. Maintenant, c'est très clair, et puis parfois, du coup, je viens manger un peu plus tard. Ça m'arrive de louper le dîner parce qu'il y a quelque chose à terminer absolument. Et du coup, ce soir-là, je fais en sorte de lire un peu plus d'histoire. Voilà. Mais sinon, concrètement, en termes d'activité, ma solution, c'est d'être là à certains moments, éventuellement un peu différents, en tout cas des moments qui vont tous nous réunir et qui vont être un peu marquants dans, par exemple, les périodes de vacances, et le reste du temps de m'autoriser à travailler. Tu expliques dans ton livre, et j'aime bien, parce que tu travailles beaucoup de la maison, et pour tous ceux qui ont
qui ont des enfants et qui travaillent à la maison, vous savez à quel point c'est très compliqué de leur faire comprendre qu'il y a une différence entre maman qui est là ou maman qui travaille. Et donc, tu expliques que vous avez t'as essayé en tout cas pour essayer de faire en sorte que ce soit plus tranquille quand ils veulent vraiment être avec toi. T'as mis en place des choses dans le bureau, tu peux raconter? C'est-à-dire qu'il y avait un ancien clavier d'ordinateur dans mon bureau qui était posé à côté. Et puis mon aîné est rapidement venu taper dessus, en fait, et il m'imitait. Du coup, on a installé un espèce de faux poste de travail à côté de moi. Et puis, régulièrement, j'ai un enfant qui vient taper à l'ordinateur, donc travailler, il dit qu'il travaille. Hein. Depuis, on a fait un ordinateur en carton carrément, en reproduisant plein de choses. C'est aussi des enfants pour qui le travail, c'est ça en fait, c'est taper très vite à l'ordinateur et qui préfèrent le faire à côté de moi. Je libère aussi régulièrement un côté de mon bureau parce que y a un enfant qui veut travailler et qui arrive avec des dessins très précis à faire et préfère le faire à côté de moi. Alors parfois, j'exige le silence complet. Il y a des choses que je ne peux vraiment pas faire avec du bruit. Et donc ça, ils ont pour consigne de le respecter, sinon ils peuvent pas rester dans le bureau. Et puis il y a des moments où je fais des choses, par exemple, plus administratives, où on peut discuter en même temps. Donc j'essaie de les éduquer, mais j'ai dû aussi éduquer mon conjoint à ça, à ne pas entrer dans le bureau en permanence en annonçant quelque chose, parce que parfois ça me fait perdre le fil de ce que je suis en train d'écrire. J'ai dû aussi lui dire à lui que c'est pas parce que j'étais là, porte ouverte, que ça voulait dire que j'étais disponible et dérangeable. Donc et il a fallu aussi que je m'autorise en fait à dire non, stop, là, ce que je suis en train de faire est plus important. C'est pas moi qui vais être, j'allais dire, la variable d'ajustement et qui vais reprendre mon fil après. C'est à toi de t'assurer que tu peux entrer et me parler à ce moment-là. C'est pas simple, hein. C'est toujours pas simple. Enfin, franchement, je t'admire parce que moi, c'est mort. Enfin, j'ai 3 petites et toi, ils ont à peu près les âges de mes enfants. J'ai pas réussi à être assez ferme, je crois. Donc j'ai abandonné après 17h, c'est mort. Je ne suis pas dans mon bureau. C'est pas possible. Mais je trouve que c'est une très bonne astuce de les inclure dans quelque chose que toi tu fais. Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui travaillent à la maison maintenant. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus démocratisé. Et c'est vrai que cette collision entre le monde familial et le monde professionnel, elle est difficile pour beaucoup de gens qui ont des jeunes enfants. On est d'accord qu'il y a un âge où ils peuvent comprendre, où c'est plus simple de mettre cette limite. Mais c'est vrai que toi, tu t'es lancé là-dedans dans la petite enfance, avec des enfants qui ont des demandes qui ne comprennent pas le délai, en fait. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des moments où, justement, t'as senti que c'était trop difficile, où tu t'es dit qu'est-ce que je fais, ou t'as toujours été hyper sûre de toi? Non, il y a des moments où j'ai adapté, du coup, il y a un moment où j'acceptais beaucoup de commandes de livres. Je le fais beaucoup moins maintenant, mais j'adaptais en fait le rythme des commandes à ce que je pensais pouvoir faire avec un rythme un peu réduit. J'ai aussi des enfants qui ont dormi vite régulièrement, donc je savais que je pouvais compter sur les siestes. Ce qui s'est passé aussi, c'est que ça a révolutionné ma façon de travailler. C'est-à-dire qu'avant, je pouvais scroller, c'était pas grave en fait, parce que les journées, elles étaient infinies, et puis je pouvais écrire la nuit, et puis dormir le lendemain, ça n'avait aucune incidence. Même sur mon couple, ça, voilà, on se débrouillait toujours, on allait dîner plus tard, ou voilà. Et maintenant, d'ailleurs, j'ai supprimé mon compte Facebook quand j'ai eu mon deuxième, parce que ça m'a obligée à l'efficacité. Je n'ai pas le choix. Si je veux tenir le rythme que je m'impose, en fait, je dois être efficace. C'est-à-dire que le temps qui m'était nécessaire avant pour me mettre en condition aussi pour écrire, à partir du moment où j'ai eu mon premier enfant, il s'est réduit assez naturellement. Maintenant, il faut que je puisse être capable de me mettre presque aussitôt à écrire quand j'arrive à l'ordinateur. Le titre de ton livre, on n'a pas parlé encore, c'est « Qui s'occupe des enfants ?» Pourquoi ce titre? C'est la question qu'on me pose quand je suis en déplacement. C'est la question qui me fait culpabiliser. Et puis au niveau plus large, plus politique, c'est la question qui me permettait d'interroger tous les rôles parentaux dans leur ensemble, et même la prise en charge finalement de la petite enfance au niveau collectif et politique.
parce que voilà, j'aborde aussi la question du manque de place en crèche. Et encore, j'ai écrit ça avant que ne sorte le scandale sur les crèches privées dans lesquelles le matériel, les équipements sont hyper rationnés. Et je me dis, mais quel enfer de se dire que si l'enfant il est à sa dernière couche de la journée, il doit rester dedans quelle que soit l'heure. Enfin, je trouve ça voilà, c'est ce qu'on veut pas pour nos grands-parents en EHPAD, et c'est ce qu'on veut pas non plus pour nos enfants en début de vie, quoi. Donc il y a une vraie responsabilité politique à ce niveau-là. On est dans un pays qui met en place depuis fort longtemps une politique nataliste, mais qui ne met pas en œuvre des moyens à la hauteur de ses ambitions à ce niveau-là. Et voilà, j'avais aussi envie d'interroger ça et de parler de ça, toujours avec le prisme du genre, parce que il y a aussi une réticence forte à embaucher des hommes dans les structures, par exemple, collectives de petite enfance, les crèches, alors qu'il y en a qui sont demandeurs. Et à côté de ça, on a une pénurie d'employés. Il y a peut-être des choses à revoir par rapport à ça. Mais à côté de ça, on a aussi des papas qui sont pas très contents quand le référent à la crèche est un homme et qui préfèrent que ce soit une référente. Je sais pas si c'est une question de rivalité supposée ou quoi. Pour moi, il y a aussi un vrai sujet avec qui s'occupe des enfants au niveau collectif et en termes de genre. C'est vrai, tu en parles dans le livre. Je sais que Tristan Champion, dans son livre sur son congé paternité en Norvège, le mentionne aussi, qu'on appelle la maternelle, donc qui a vraiment une définition très claire de ce que ça voudrait dire, donc qui s'occupe des enfants, et de pouvoir déjà juste renommer ce lieu de vie des tout-petits autrement, jardin d'enfants ou autre, pour que c'est pas cette connotation exclusivement féminine. Tu as un chapitre consacré à ça, être une famille féministe. C'est quoi être une famille féministe en 2023? Et j'aime bien parce que tu dis famille. Ça tombe pas que sur la femme féministe. Pour moi, le féminisme, c'est le fait d'œuvrer à tendre à plus d'équilibre et d'égalité. Et donc, c'est le fait de chercher à s'affranchir au maximum des biais de genre. Moi, je crois que notre famille est féministe parce qu'on a fait ce choix-là d'organisation et que du coup, on a des enfants qui grandissent avec ce modèle-là. On a des enfants pour qui la cuisine peut être faite au quotidien par un homme, qui ont cette possibilité-là. Le jouet avec lequel les deux ont le plus joué, c'était une petite cuisine. Alors, je sais que dans plein de maisons, d'appartements, il y a des mini-cuisines, mais j'ai vu aussi qu'ils y jouaient un petit peu moins à partir du moment où ils étaient gardés en structure collective. C'est à partir de ce moment-là, parce que donc, ce sont deux garçons, à partir du moment où ils ont été mis en commun avec d'autres enfants, ils ont davantage été attirés par tout ce qui était les jouets pour garçons, les véhicules, ce genre de choses. Heureusement qu'à la maison, ils pouvaient encore jouer à la cuisine, mais ils ont assez peu joué à la cuisine, à la crèche. Donc, je me dis que ce qui est encore très fort, y compris si à la crèche, le personnel était exclusivement féminin. Donc, je me dis que voilà, ce qui est encore très fort dans les mentalités aussi des femmes qui s'occupent des petits peut être contrebalancé par un autre exemple donné à la maison. Et puis voilà, je crois que c'est en montrant ce genre d'exemple-là et en disant que tous les choix sont possibles, en fait, qu'on en fait peut-être des féministes qui le sont déjà. Moi, j'ai 3 filles, mais je sais tellement que les parents qui se déconstruisent et qui ont des garçons, ils ont une autre responsabilité, une autre pression, quelque part, pour se dire je veux que mes garçons ils aient conscience de ces inégalités-là, mais on le sait tous, dans la parentalité, c'est pas tellement ce qu'on dit, mais c'est ce qu'on fait le plus important, et c'est ce qui les marque et qui va avoir un impact pour plus tard. Donc, vous, votre modèle familial, il est clairement dans cette lignée de changer les comportements à la racine. Dans notre modèle familial, le mythe de la virilité est complètement inexistant. Donc c'est en ça aussi que on les élève de façon féministe, je crois. C'est qu'en fait, ils vivent avec un homme qui s'autorise la tendresse, qui a construit son identité pour le moment sans identité professionnelle,
c'est tout ça en fait qui est à l'opposé de la virilité telle que la société l'a construite depuis longtemps et qui va aussi dans le sens du féminisme. C'est sûr. J'ai une dernière question donc qui est toujours dure à répondre parce qu'il y a tellement de choses, mais tu questionnes donc le patriarcat. Forcément, tu es obligé de soulever petit à petit tout un tas de couches qui sont là depuis des millénaires, dans une société qui a encore du mal à pivoter, même s'il y a la machine qui est lancée. Tu penses que toi, le changement, il doit venir d'où en premier ? C'est effectivement une question difficile, mais en fait, je pense que on peut faire ce qu'on veut une fois qu'on ferme la porte de chez soi. Et en fait, il y a déjà des nouveaux modèles de famille, mais depuis longtemps. Dans mon livre, je parle de famille hétéronormée parce que, d'une part, c'est ce qui est le plus documenté, mais surtout, c'est mon cas à moi. Donc, je voulais parler de ce que je connais le mieux, mais des familles homoparentales, des familles monoparentales, des familles transparentales qui fonctionnent, prouvent que le modèle hétéronormé n'est pas le seul, voire n'est pas le meilleur. Donc moi, je pense qu'en fait, le changement, il vient déjà. Il a déjà cours dans les familles et il est en train, petit à petit, de faire bouger les choses parce que concrètement, on se retrouve avec des textes de loi qui nient ces familles-là alors qu'elles existent depuis longtemps. Donc, petit à petit, la société va être obligée de se rendre à l'évidence, d'accepter ces nouvelles familles. Je ne sais pas combien de temps ça prendra. Je pense que c'est une question de plusieurs générations, en fait. Mais je crois que le changement, il a déjà été initié à partir du moment où des gens se sont dit, en fait, je m'en fiche. Il y a un schéma classique. C'est pas celui-là que j'ai envie de vivre. Je vis ce que je veux vivre. À partir de ce moment-là, pour moi, le changement a été amorcé. Et c'est aussi ce qui me donne pas mal d'espoir pour la suite et pour venir à bout, à terme, de ce fichu patriarcat. On a de l'espoir. Merci beaucoup Sophie pour cette conversation passionnante. Je vous recommande, alors ta BD La Remplaçante, j'avais adoré, vraiment. Mais c'est vrai que dans ton dernier livre, il y a tellement d'informations et de remise en question, de mise en perspective, évidemment ton chemin personnel, que c'est passionnant. C'est très dense. Et d'ailleurs, ça fait un peu... C'est pas que ça fait mal à la tête, mais tu te dis, oh là là, si je dois remettre tout ça en question, c'est vrai que c'est pas forcément... Il y a des choses à faire. De tout remettre en question, mais simplement d'interroger ce qui nous concerne, effectivement, ouais. L'idée, c'est de proposer plein de choses. Il y a des choses à faire, c'est sûr. Merci Sophie. Merci à toi Clémentine. C'était Sophie Adriaansen, autrice de plus de 50 ouvrages, notamment sur la maternité, et une super BD qui s'appelle La Remplaçante. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à le faire vivre autour de vous. D'ailleurs, d'après Spotify, La Matrescence fait partie des 1% de podcasts les plus partagés au monde, et notamment via WhatsApp. Merci beaucoup de faire partie de cette team La Matrescence. Si vous avez envie de trouver des épisodes, n'hésitez pas à aller sur le site www.lamatrescence.fr. Vous allez dans l'onglet Recherche, vous tapez un mot-clé et vous trouverez, j'espère, votre bonheur. Sinon, ça veut dire que ça est en train d'arriver. Je ne peux pas être sur tous les fronts et tous les sujets, mais j'essaye. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, d'après-midi, peu importe, de matinée. Surtout, prenez soin de vous et à la semaine prochaine.